Pour confier malin, j'ai regardé pas mal de documentaires sur les épidémies. J'ai par exemple appris qu'elles sont apparues avec la domestication des animaux. Pourquoi? En fait, des virus, des bactéries, des prions, il y en a toujours eu. Et parfois, mais pas toujours, lorsque ces organismes s'introduisent dans le corps humain, ils s'y développent en détruisant les cellules de notre corps, ce qui finit par endommager nos organes. Les hommes de la préhistoire n'étaient pas plus immunisés que nous, au contraire même. Ils pouvaient donc contracter ces agents pathogènes et tomber malades, voire en mourir. Et si le virus ou le microbe qu'ils avaient attrapé était contagieux, cela pouvait faire des dégâts au sein de la tribu, mais rarement au-delà. Pourquoi? Il faut se rappeler que les humains du Paléolithique étaient peu nombreux. Comme les grands fauves, ils vivaient essentiellement de la chasse et de la consommation de viande, car le gros cerveau des humains a des besoins très élevés en calories. En quelque sorte, nos ancêtres de Cro-Magnon étaient de super prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et selon la logique qu'il y a toujours beaucoup moins de prédateurs qu'il n'y a de proies, ils étaient donc réduits à de petits groupes d'au maximum quelques dizaines d'individus, confinés au sein de vastes espaces qui les protégeaient ainsi de la contagion. Mais alors, pourquoi avoir domestiqué les animaux plutôt que de continuer à les chasser? Mais d'abord, il faut réaliser que cette entreprise ne s'est pas faite en un jour, mais en plusieurs milliers d'années. À l'origine, il y a un réchauffement climatique qui a mis fin à la dernière période glaciaire il y a 13 000 ans de cela. Les humains ont vu la nature changer au fil des générations. Durant la période glaciaire, des troupeaux de dizaines de milliers de grands mammifères comme des bisons, des rennes, des chevaux sauvages parcouraient des plaines immenses en se nourrissant d'herbes. Un des effets du réchauffement climatique a été de favoriser la croissance des arbres au détriment des herbes et bientôt des forêts où les concentrations de grands troupeaux ne sont pas possibles. Les herbivores des plaines glaciaires ont progressivement disparu ou sont remontés vers la Scandinavie ou la Sibérie, où du reste on en trouve encore aujourd'hui. Et les hommes préhistoriques ne les ont pas suivis? Si, bien sûr, mais dans la plupart des régions du monde, dans leur grande majorité, les tribus humaines ont surtout appris à trouver leur subsistance dans les nouveaux milieux naturels qui apparaissaient et qui étaient bien plus riches en ressources qu'auparavant. Notamment, elles ont découvert un substitut végétal à la viande, du moins pour ce qui est de l'apport en calories. Un substitut végétal? Cro-Magnon est devenu végan? Plutôt un végétarien qui se permettait à l'occasion des extras en viande lorsque les chasseurs avaient eu de la chance. En tout cas, Cro-Magnon a dû changer ses habitudes alimentaires. Et le substitut végétal dont je te parlais tout à l'heure n'est pas si repoussant que cela, puisque depuis c'est devenu notre plat préféré. La purée? Compote? En effet, dans toutes les civilisations du monde, à quelques rares exceptions, un bon repas est préparé à partir de féculents. Le riz, le maïs, les pommes de terre, les céréales, mais ça peut être aussi le manioc ou le taro, et bien d'autres encore. Ce sont des traditions qui remontent à la fin de la préhistoire. Mais on parlait des épidémies et de la domestication des animaux? Ah oui, c'est vrai. Le problème avec les féculents, et même avec d'autres nourritures végétales comme les fruits et les légumes, c'est qu'ils ne suffisent pas à eux seuls pour apporter un bon équilibre alimentaire. La viande est une source de protéines dont les cellules de notre corps ont besoin. La domestication des animaux a été une trouvaille géniale dans un monde où les chasseurs étaient de plus en plus nombreux et les gibiers de plus en plus rares. Une façon de garder son gigot à portée de flèche en quelque sorte. Tout à fait, mais pas que sous forme de gigot. En Syrie, sur un ancien habitat vieux de 5000 ans, des archéologues ont retrouvé de petits pots en terre cuite en forme d'animaux, dont la gueule formait une sorte de tétine. Les analyses ont révélé que ces pots avaient contenu du lait animal qui était bu à travers ces biberons de céramique. Et l'habitude de consommation de lait animal a du reste sélectionné chez peuple une mutation génétique qui favorise la digestion de la lactose, y compris à l'âge adulte. Une mutation dont la plupart des Européens sont aujourd'hui porteurs et qui fait de nous de gros consommateurs de lait frais et de produits laitiers. Et si les multinationales du lait prospèrent en Europe et aux USA, c'est parce que nous sommes des enfants de ces Syriens? Oui, on peut dire ça. Bien qu'à l'époque où ils sont venus ici avec leur blé et leurs troupeaux, il n'y avait ni Syrie, ni France, ni surtout de frontières, de passeports et de barbelés pour les empêcher d'aller et venir. Mais tu vas y venir. Domestication égale épidémie. Pas si vite. Parce que la domestication plus la culture des féculents égale sécurité alimentaire, égale famille nombreuse, égale des villages et une civilisation agricole
où les êtres humains ont créé et inventé en 5 millénaires plus que toutes les générations du Paléolithique depuis des centaines de milliers d'années. Rien que pour le Proche-Orient, par exemple, à la domestication d'animaux comme les chèvres, les moutons, les bœufs, les porcs, il faut ajouter la domestication du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, des pois, sans oublier l'art de la céramique et de l'architecture, et bien d'autres choses encore. Mais il y a un mais. Oui, c'est vrai. Au fil des siècles, ces villages d'agriculteurs-éleveurs se sont transformés en de gigantesques incubateurs d'où sont sorties les premières épidémies de l'humanité. On y est. Donc l'étable est un foyer d'infection. Ce n'est pas faux. Et aujourd'hui encore, les grandes concentrations animales dans les élevages industriels de bétail, de porcs, de poulets sont des foyers d'épidémie malgré l'usage intensif de médicaments et d'antibiotiques pour les animaux. Mais dans les premiers villages, la situation sanitaire était encore bien plus problématique car les humains n'avaient encore aucune expérience par rapport au danger des épidémies. Dans ces premières agglomérations, les hommes et les animaux ne sont pas systématiquement séparés physiquement et tous les problèmes liés à l'hygiène ont dû être appris de façon empirique et douloureuse comme tu peux l'imaginer. Mais surtout, les premiers agriculteurs avaient créé des conditions qui n'avaient jamais existé auparavant. De grandes concentrations d'animaux domestiques côtoyaient de grandes concentrations d'êtres humains. Une situation propice à ce qu'un agent infectieux, comme une bactérie ou un virus, saute la barrière de l'espèce, comme nous disent les virologues, et s'adapte par une mutation génétique pour coloniser un organisme différent. C'est ainsi que le mouton, en plus de sa laine, nous a offert la maladie du charbon, le porc nous a donné la grippe, et le bœuf, qui a été plus généreux, si je peux dire, nous a transmis le typhus, la variole, le choléra et la peste, entre autres. Ouf, à une époque où il n'y avait ni médecin ni vaccin, cela a dû faire des dégâts. Oui, c'est ce que concluent les archéologues, même si les données manquent en réalité. Par exemple, une épidémie de peste ou de choléra tue ses victimes trop rapidement pour que la maladie ait eu le temps de laisser des traces indirectes sur la croissance osseuse ou sur les mailles dentaires. Mais par contre, les spécialistes de la démographie de ces populations constatent que malgré un taux de naissance très élevé, la croissance démographique de ces peuples a fini par stagner, puis même par régresser durant une certaine période. Et ces spécialistes expliquent cela par les ravages dus aux épidémies. Du reste, au 8e millénaire avant notre ère, les grands villages du Proche-Orient sont désertés par une grande partie de leurs habitants qui émigrent à travers tout le bassin méditerranéen et jusqu'en Europe. L'émigration à cette époque était une forme de distanciation sociale. En effet, durant une certaine période, les humains ont construit plus de villages mais plus petits. Et comme ils débarquaient avec leurs enfants, leurs vases de céréales et leurs troupeaux d'animaux, ils ont répandu partout ce nouveau mode de vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Au final, nous aussi, on a évolué avec les épidémies, avec la science et les vaccins notamment. Absolument. Et cette évolution du reste n'est pas finie. La réapparition et l'augmentation des épidémies depuis les années 60, malgré l'efficacité des vaccins et des antibiotiques, nous obligera à reconsidérer beaucoup de choses, y compris dans la façon dont nous élevons et nous consommons les animaux domestiques. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas nos connaissances et notre compréhension de ces problèmes qui freinent notre adaptation. Non, c'est que les travailleurs ne sont pas libres de s'adapter parce qu'ils travaillent pour un patron. Et puis, on le voit bien avec la pandémie actuelle. Dès qu'il faut remettre en cause la loi du profit, les scientifiques eux-mêmes sont réduits à l'impuissance. Encore des fléaux à éradiquer.